Alors, rebonjour. Et d'abord, je vous annonce que je suis extrêmement heureux d'accueillir Albert Serra avec nous. Alors Albert, comme je te disais, d'ailleurs tu m'as dit, parce que je te demandais quelques questions, tu m'as dit mais là il y aura qui? Donc c'est des salles, tu m'as dit c'est la famille, donc je pourrais répondre à certaines questions. Donc voilà, on pourra poser des questions peut-être que vous aviez envie de poser sur le travail d'Albert. Donc effectivement, très majoritairement, ces personnes travaillent dans des salles de cinéma, programment des salles de cinéma en France, et réunis en association, on identifie des films dont on trouve le travail formel fort, puissant, nouveau, etc. Et en ce sens-là, on décide d'apporter un soutien à ces films. Et ce soutien se matérialise par une programmation qu'on essaye toujours d'élargir à un maximum de salles pour essayer de faire rencontrer des nouvelles écritures avec un public toujours plus large. Et donc, en cela, alors, il y a quelques cinéastes, mais tu es assez exemplaire du travail qu'on a pu mener, puisque au nord des Cavalleria, le film a été soutenu jusqu'à Pacifiction, qui a été soutenu également. Tu me disais d'ailleurs 70 000 entrées pour Pacifiction, ce qui est effectivement quand même assez... il a été un petit peu au-delà même de ce que vous imaginiez ou espériez de ce que tu me disais. Alors, pour vous donner les règles du jeu, nous avons 3 gros quarts d'heure et une petite heure, disons, pour ceux qui ont vraiment des questions en plus. Évidemment, il y aura quelques questions, un petit échange si vous souhaitez poser des questions. On a prévu avec Alice 2 extraits un petit peu pour se remettre dans l'univers du cinéma d'Albert. Et avant de lancer un premier extrait, j'avais peut-être une première question sur plus généralement la cinéphilie, enfin les films que tu as vus enfant. Est-ce que tu as vu des films enfants? Quel a été ton rapport à la cinéphilie? Est-ce que tu allais en salle de cinéma enfant ou adolescent? Oui, un peu. C'était pas terrible à l'époque parce que moi j'habitais dans la campagne, dans un petit village. Il y avait qu'un seul cinéma et c'était plutôt des films conventionnels, etc. Mais à la télé, petit à petit, c'était une télé plus intéressante que maintenant. Évidemment, maintenant, avec les plateformes, il y a plus d'offres, de films d'auteur. Mais à cette époque-là aussi, il y avait les télés publiques achetaient des films des réalisateurs européens, et il y avait des grands rétrospectifs à la télé, et c'était plutôt ça. Ce qui m'a, je ne dirais pas si c'était ça qui m'a donné envie de faire du cinéma, parce que je n'ai jamais étudié du cinéma. Alors, c'était plutôt au début du numérique. Et ce n'était pas pour copier ou émuler les gens que j'admirais ou que je connaissais. C'était, je sais pas. Et ça, c'est peut-être une clé pour comprendre tout mon système que j'ai développé après, un système, je veux dire, au niveau de tournage, au niveau de fabrication de films. C'était plutôt pour s'amuser. Non, avec les numériques, on a vu avec les amis à côté que on peut faire un film. Tu sais, il y avait au début des années 2000, il y avait une technologie qui était apte, qui était possible, et c'était pas cher. Il y avait au début des ordinateurs, tu sais, à la maison avec les premiers Apple, les programmes de Final Cut, les disques durs, tout ça. Et là, tu pouvais le faire à la maison. Et on s'est dit, on va faire ça parce que ça sera amusant. Et en plus, avec l'avantage que les caméras numériques, tu sais, ça réduit tous les côtés techniques à presque rien. Et surtout à l'époque, parce que les gens étaient plus spontanés, on s'en foutait un peu je sais pas, du côté technique, etc. Alors, c'était vraiment impossible de voir une toute petite caméra et commencer à tourner n'importe quoi. Et ça a changé complètement, parce que, évidemment, si tu avais une caméra lourde, si tu as une caméra 35, c'est lourd, c'est gros, tu as besoin de lumière. Je ne sais pas, les magasins, c'est 8 minutes, c'était peut-être 12 si c'est 16 ou Super 16, ou 4 minutes en 35. Tu sais, les pointes, c'est très difficile à faire. Tout est compliqué. Et c'est logique qu'il faut préparer les films et qu'il faut les préparer avec du plan. Tu sais, parce que sinon, tu es perdu. Mais avec le numérique, on a compris, non, on n'a pas besoin de faire du plan. L'unité avec laquelle on va travailler vraiment, c'est l'unité, les scènes, pas les plans. Alors, on pouvait tourner vraiment de très longues séquences, très longues scènes, avec plusieurs caméras, parce que ce n'était pas cher, et en même temps, on s'amusait.
On devait pas attendre les techniciens, on ne devait pas attendre rien. Tu sais, c'était vraiment une espèce de performance en permanence, dans les bons sens du terme, ou dans le sens que c'est mot dans l'art contemporain, c'est-à-dire on fait quelque chose à ce moment-là, une seule fois, et on le fait ensemble. Et presque comment dire, on détruit cette distinction entre le spectateur ou l'acteur, non? On est tous là, et on crée des moments uniques. Alors, ça, c'était comme une espèce de choses que j'ai découvert à l'époque grâce au numérique et toute ma filmographie, tout mon travail postérieur, ça n'a été qu'une sophistication très, très, très sophistiquée de ça, de cette idée où les côtés ludiques, où tout était en fonction du côté ludique, du côté de s'amuser, de pouvoir faire du cinéma, mais en même temps s'amuser. Si c'est ennuyant, on ne le fait pas. N'importe quoi. Non, c'est ennuyant. Moi, j'ai jamais tourné en 35 et je ne le ferai jamais. Parce que c'est absurde, c'est ennuyant. Alors, tu dois préparer des plans, oui. Et même avec certaines caméras numériques aujourd'hui, tu dois faire la même chose parce qu'elles sont tellement une copie tellement stupide d'une caméra 35 que tu dois comment dire, tourner des films de la même façon que si tu étais en 35, ce qui est complètement contradictoire avec les avantages du numérique. Les avantages. Alors, moi, je pense que ça, c'était... Il y avait à l'époque beaucoup de réalisateurs qui ont commencé comme ça, au début du numérique, dans tout le monde, non? Et qui ont créé, et qui ont réussi à développer son propre imaginaire à partir du numérique au début des années 2000. Non? Et ça a été vraiment un très grand, comment dire, un très grand renouvellement de sensations qu'on pouvait trouver dans les salles de cinéma. Mais après, presque tout a développé d'une façon pas très intéressante. Et maintenant, on tourne tous avec des numériques, mais on fait le même film on fait les films de la même façon que si on était en 35, avec certains avantages, évidemment, au niveau des post-productions, surtout, mais pas avec, tu sais, dire, les avantages conceptuels que vraiment les numériques. Et je pense qu'après, avec tous les films, et surtout dans les derniers, j'ai porté ça jusqu'à une espèce presque de délire. Parce que des délires ou, je ne sais pas, d'une espèce de puissance, non, d'aller vraiment au fond des avantages du numérique. On peut raconter des petites anecdotes, surtout par rapport à Pacifiction. Mais la logique, c'est la même. C'est une évolution très... Tu penses que dans Pacifiction, moi j'ai tourné aussi avec 3 caméras, j'ai tourné tous les films avec 3 caméras. Je suis un spécialiste de ça. Et dans Pacifiction, on avait environ 540, presque 550 heures de rushes. Et tout était très hétérogène, avec cette idée de s'amuser, de presque jamais répéter ou jamais répéter les mêmes choses. Alors, le matériel est très, très hétérogène. Parce qu'on ne répète jamais, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Et après, pour monter ça, tu as vraiment besoin d'abord du temps, du patience, d'une certaine lucidité, évidemment, d'une certaine capacité d'analyse assez pointue, assez précise ou assez imaginative aussi, pour voir les points forts et les points faibles de chaque image et voir comment ça peut se combiner. Mais tu avais surtout besoin d'aide. C'est-à-dire, par exemple, nous, quand on tourne maintenant, déjà avant Liberté et Pacifiction, ce qu'on fait tous les jours, c'est d'envoyer au soir en exportation du son de ce qu'on a tourné, parce qu'on tourne avec une seule caméra, c'est-à-dire du son, on tourne 400 heures par jour. Ça, c'est complètement inouï. 400 heures par jour, ça veut dire 15 heures avec 3 caméras d'image, mais 400 heures du son, captation son. Alors, c'est-à-dire qu'il y a déjà la transcription des dialogues. Là, à Pacifiction, parce que sans ça, on l'envoie parce que quelqu'un fait la transcription déjà, quand on fait le tournage, de tous les dialogues du film. Parce que sinon, tu es complètement perdu. Nous, on ne va pas s'asseoir dans une table avec un ordinateur si on n'a pas la transcription. Attends. La transcription des dialogues, c'était 1330 pages. Et tout, c'était beaucoup de monologues. C'était tout ça, tout petit. C'était pas comme un scénario. Non? Ouais. Et c'était comme ça, imprimé. Une Bible. Oui, mais sans ça, et tout était monté. Et parfois, après, je monte beaucoup de scènes sur le papier, pas avec l'image, sans regarder les images. Tu sais, surtout les scènes les plus dialoguées, évidemment.
Et après, on commence à monter avec l'image. Si c'est possible, c'est que j'arrive à envisager qu'avec les textes. Attends, on va revenir sur Pulp C'est Fiction. très compliqué, ça ouais, serait très long de raconter tout ça. Mais... Si, non, mais parce que tu montes d'abord le texte et après l'image. Mais on va revenir après. Non, mais il faudra garder la question quand même pour après, parce que... Je suis le seul du monde à le faire. Oui, effectivement. Non, je suis le seul du monde à avoir 1300 pages de dialogue imprimés. Ça, c'est sûr. C'est un record, en fait. C'est le Guinness des records. Je ne sais pas si c'est un record ou non, mais au moins dans les systèmes cinéma où je montre les films, c'est-à-dire cinéma d'auteur conventionnel, on dit pas de cinéma expérimental, pas de cinéma, pas de documentaire. Je pense que je suis le seul à ce niveau-là. On va lancer juste un premier extrait de... Ça m'étonnerait s'il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Parce que c'est en conséquence de tout ce que j'avais dit. Tu sais, déjà, je ne sais pas, si c'est pour s'amuser, on s'en fout des scénarios. Moi, je ne donne jamais les scénarios aux acteurs. Tu sais, on ne fait que des performances. C'est pour ça qu'il y a cette montagne super hétérogène de Russes et de dialogues aussi. Alors, on va lancer un premier extrait de ton premier film. On fait un petit saut dans le temps à rebours vers au nord des Cavalleria. Je ne sais pas si la cabine nous entend. Ouais, ok. Alors, tout à l'heure, tu parlais de la dimension de ludique, presque de performance dans le cadre de tes tournages. Et on se demandait avec Quentin si ce que tu préparais en fait réellement en amont de tes tournages, donc que ça soit ici dans Au Nord ou même peut-être dans tes autres films. Qu'est-ce qu'il y a de préparé avant tes tournages? C'est difficile de répondre à ces questions. Chaque film a, tu sais, une configuration particulière. Normalement, moi, tu sais, j'écris un scénario parce que c'est obligatoire, non, pour des aides publiques et tout ça, mais je les donne pas aux acteurs. Alors, c'était qu'une seule fois, peut-être avec la mort de Louis XIV, avec Jean-Pierre Léaud, que lui voulait absolument lire le scénario, mais même Magimel, il n'a pas lu le scénario dans le dernier film. Alors, aucun des acteurs n'a jamais lu le scénario du film. C'est inutile qui est utile à moi. Tu sais, et un petit peu à la production, mais surtout à moi. À partir de ça, évidemment, comme je n'aime pas avoir tous les scénarios tout le temps là, je prends que des notes ou des motifs, surtout, non? Des motifs visuels, des motifs conceptuels, certaines idées de dialogue, certains mots pour utiliser dans les dialogues, non? Dans un cahier comme ça. Et évidemment, le concept global du film est là, les lieux, non? Sont là, on a déjà choisi, c'est très important. Aussi la direction artistique au niveau surtout de costumes et décors. Et après, tu sais, c'est un peu l'aventure. C'est l'aventure, c'est comme ici, non? C'est pas, comment dire, faire une narration ou avoir la narration d'une aventure. C'est un peu le contraire. C'est l'aventure d'une narration, tu sais. Et par exemple, ici, je pense que c'était intéressant. C'était une idée qui m'est venue à la tête, parce que normalement, tu dirais que c'était au début du numérique, ça. C'était tourné en 2004, pardon. Et tu dis, on ne va pas utiliser cette... En plus, c'est très beau, parce que c'était gonflé à 35 mm à l'époque, parce qu'il n'y avait évidemment pas de projection numérique. Et la combinaison de toutes ces caméras au début, plus non, comment on dit ça, transfert à 35 mm, ça donnait une image assez particulière, assez fascinante. Mais, tu sais, encore à l'époque, surtout au début, les numériques, c'était plutôt associé, je ne sais pas, à des petites histoires urbaines, contemporaines, des intérieurs, je ne sais pas, des histoires de couples, non, à la Casabeth, non? Et moi, je me suis dit, mais pourquoi, tu sais, on va utiliser les numériques, mais pour faire, je ne sais pas, n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi, et j'ai pensé, qu'est-ce que c'est le plus éloigné à ces histoires contemporaines, bourgeoises à la Casabeth? Don Quichotte. Et j'ai dit, on va faire... C'est une histoire de couple aussi. Oui, c'est une histoire d'amitié, de couple. Mais, tu sais, comme adaptation, choisir un roman comme adaptation, je ne sais pas, les Don Quichotte, ce n'est pas quelque chose que tu vas choisir quand tu es jeune pour faire avec des numériques et tout ça. Tu sais, si tu demandes aujourd'hui, personne ne va avoir cette idée. C'est le contraire, c'est un peu une histoire, un peu, comme dire, je ne sais pas, c'est pas très proche à notre imaginaire visuel. C'est ça. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Ça serait encore plus original. Et à partir d'ici,
a lieu. Et là, peut-être, il y a la petite, comme dire, le petit côté raffiné de l'idée du film. Je me suis dit, mais on ne va pas faire l'adaptation de ce qu'on lit dans le livre. On va montrer ce que Cervantes n'a pas écrit dans le livre, c'est-à-dire un peu les entre-chapitres. Qu'est-ce qu'ils font les deux personnages entre un chapitre et l'autre quand ils ne sont pas en train de suivre les aventures qu'il a décrites dans le livre. Alors, dans les films, parfois, tu reconnais au loin un petit passage, un petit morceau qui peut te rappeler du livre, comme si eux étaient les propres spectateurs de son propre histoire. Tu sais, parce qu'on montre que ça, les entre-chapitres. Alors, c'était déjà un peu, comme idée, assez intéressant. Et c'était assez cohérent d'abord avec le Don Quichotte, parce que dans la deuxième partie, tu sais, que Don Quichotte rencontre que c'est un lieu des gens qui lui parlent de lui dans les livres. C'est une idée géniale de Cervantes. Alors ça, c'est totalement cohérent avec ça. Mais c'est aussi, je ne sais pas, c'était aussi cohérent avec l'idée de, tu sais, la grandeur de Don Quichotte, c'est qu'il est un idéaliste et que lui-même s'investit chevalier lui-même. Non? C'est-à-dire, il décide, il a lu beaucoup de livres et il dit, maintenant, je vais être chevalier moi-même. Et il prend n'importe quoi, ce qu'il a à côté, non, comme chapeau, comme l'épée. Il fait de l'épée avec n'importe quoi. Non, les petits outils qu'il a vraiment à la maison à côté, et il s'investit à lui-même chevalier. Et moi, je pense que c'est très cohérent avec nous, parce que nous, on a pris ces petits outils aussi. C'était les numériques à l'époque, les caméras pas chères, les amis, les acteurs qu'on avait là. Et moi, je m'ai investi à moi-même, réalisateur du cinéma. Je n'avais pas besoin d'une école ou de quelqu'un qui me sanctionne comme Don Quichotte. J'avais que la cinéphilie et que les petits outils à côté. Alors, j'ai fait un peu un chemin, nous avons fait, parce que c'était fait avec des amis qui ont travaillé plus tard avec moi plusieurs fois, certaines jusqu'à aujourd'hui, certaines d'autres non, mais et ça, on a fait cette espèce d'aventure parallèle de faire l'aventure d'une narration, mais qui était étrangement parallèle à la même histoire de Don Quichotte. Et c'est ça qui m'amusait quand on faisait les films. On se sentait comme lui. Et lui, en plus, était comme des acteurs non professionnels, assez intéressants, choisis comme ça. Je ne sais pas. Et en plus, ici, il y a des choses à niveau de mise en scène qu'on ne rencontrera pas plus tard. Surtout, et c'était possible, c'était une grande invention à l'époque, l'idée de la contemplation. Tu sais, avec le numérique, tu peux récupérer cette sensation d'être vraiment à l'intérieur, au cœur de l'histoire. Tu sais, et de partager le même temps que les personnages, et vraiment d'avoir une atmosphère très, très commune. Tu as l'air que tu peux pénétrer le même temps, mais le même espace que les acteurs dans l'écran. Et là, c'était très typique, à début du numérique, de profiter de cette dimension contemplative de l'image qui pouvait être vraiment soulignée ou soutenue par l'utilisation du numérique, qui permet de faire de longues prises, qui permet de mettre des petites caméras en bas, d'être très très proche, sans déranger les acteurs, non, et de vraiment comme si on était témoin, non, de quelque chose qui se passait à côté de nous, comme spectateurs. Non, et ça, ce n'était pas possible avec les 35 à l'époque. Mais après, toute cette dimension contemplative, que c'était une grande innovation, non, moi, je l'ai petit à petit oublié parce que ça n'avait pas de sens. Il faut chercher de nouveaux défis formels. Là, il y a déjà 3 caméras sur le... Et que je comprenne bien, c'est-à-dire sur le plateau, les acteurs, tu leur demandes de s'asseoir, de bouger ou de je ne sais quoi. Et les caméras, tu fais bouger les caméras en fonction de... Moi, j'utilise toujours... Ou alors, il y a déjà... Tu sais que les caméras vont être là. L'idée basique, c'est, pour résumer et aller très vite, mais l'idée basique, c'est que tu as 3 caméras pour profiter les 360 degrés autour des acteurs. Ça, c'est l'idée la plus intéressante. Et simplement, pour faire ça d'une façon vraiment cohérente, il y a besoin de caméras qui sont petites. Même aujourd'hui, je tourne toujours, même Pacifiction, c'est tourné avec 3 caméras. Le directeur de photographie, qui lui-même, il opère une caméra, il est l'opérateur d'une caméra, avec 2 autres opérateurs, il prépare la lumière, mais après,
il est opérateur d'une caméra, sans assistant, zéro assistant. Alors, encore aujourd'hui, ça veut dire que lui, il doit être capable d'amener les trépieds avec les caméras eux-mêmes. Ça veut dire que ça peut être avec toujours des zoom lenses. J'ai jamais utilisé un optique fixe dans ma vie. Pour vraiment avoir une certaine autonomie et être capable, comme tu as compris, de bouger pendant la prise, non, évidemment avec un petit peu de silence, etc., mais de bouger avec les zooms, de capter des autres histoires, on se communique un peu par signe, etc. Mais avec une idée conceptuelle que je pense que c'était très important, c'est l'idée que avec cette distribution de 3 caméras, les 360 degrés, les zoom lens, l'acteur ne sait jamais qu'est-ce que nous sommes en train de tourner, avec de très longues prises. C'est tout basé sur l'incommunication. Moi, je ne parle jamais avec les acteurs, ou presque jamais. Je déteste parler avec les acteurs parce que je déteste les acteurs, on pourrait dire. Alors, non, l'idée, c'est un peu, avec ces 360 degrés, de les obliger à perdre le contrôle de son propre image. Et ça, c'est la clé de tout mon système. Tu sais? Ça ne veut pas dire de voler des plans. Non. Parce que tous mes films, ils ont un côté très frontal, très direct, avec des plans fixes. Tu sais, la sensation de fiction est très, très forte. Non? Et je déteste quand tu vois que c'est vraiment un plan volé. Non, ils sont là pour se vraiment confronter avec beaucoup de pression parce qu'ils ne connaissent pas les scénarios, ils ne savent pas quoi faire, de longues prises, sans communication avec moi. Non? Mais là, évidemment, il y a une certaine vulnérabilité. Non? Une vulnérabilité parfois très forte parce que tu perds complètement, même les acteurs professionnels, soit Jean-Pierre Léaud, soit Magimel, soit n'importe qui. Là, tout ce que tu as fait avant, ça ne sert à rien parce que la puissance des caméras, de ce système avec ces 3 caméras, c'est tellement forte que tu ne peux rien donner à les caméras. Tu ne sais pas où ils sont, tu ne sais pas pourquoi ils sont en train de bouger, tu ne sais pas s'ils sont en train de tourner ou pas, tu ne sais rien. Tu ne connais pas les cadres, tu ne sais rien. Et en plus, tu ne connais pas les scénarios, tu dois que réagir, tu dois que te défendre d'une certaine façon de ce côté inquisitif et agressif des caméras qui vont capter des choses et finalement, pour comprendre l'idée, parce que j'ai découvert, et ça, la clé de toute cette vulnérabilité, c'est simplement que la plupart des choses, la totalité des choses la plus intéressantes qu'il y a dans les tournages, moi j'ai vu et j'ai découvert, d'une façon évidemment progressive, mais toujours avec l'idée depuis le début, que ces choses-là ne sont pas visibles à les yeux humains. Ce sont visibles qu'avec les caméras. Alors, tu sais, tout ce système est basé sur cette idée, que même si moi je suis là, pourquoi me communiquer aux acteurs, pourquoi les donner les scénarios, si les beautés, les moments les plus mémorables du film sont invisibles, ne sont pas visibles à les yeux humains. Et qu'est-ce que c'est justement? Je sais qu'on ne peut pas le définir, mais cet invisible, ça passe par un mouvement subtil. Par exemple, oui, surtout les côtés subtils, les subtilités des choses, la précision de la... par exemple, si j'ai fait un plan sur cette femme ici, pendant, je ne sais pas, 20 minutes de son visage. Qu'est son visage? Non? Mais moi, si je la regarde pendant 20 minutes, moi, même si je me concentre sur son visage, je vais me fatiguer. 20 minutes, je vais me fatiguer, j'entends les sons. Même si je vais me concentrer sur son visage, je vois inévitablement une ambiance là à côté. Mes yeux, je ne peux pas me faire abstraction de tout ça, à moins que je mette quelque chose ici, que je vois que son visage. Même avec ça, j'ai des idées, j'entends les sons. Non? C'est superficiel ce que je vais regarder pendant ces 10 minutes, mais pendant ces 20 minutes. Mais les caméras, au contraire, non, elle va être là, incisive, elle ne va pas se fatiguer, elle ne va pas entendre les sons, elle ne va pas avoir des idées. Tu sais? Elle va voir capter des choses qui ne sont pas possibles de capter pour moi. Après moi, à travers de ce que la caméra a tourné, dans la calme du montage, c'est-à-dire avec l'intelligence et la capacité analytique, non, qui me donne un peu l'expérience, soit les talents, soit... Non, avec ces images, moi, je peux commencer à voir des choses. Non? Et je regarde une fois, 2 fois, 3 fois, c'est 20 minutes. Ça prend du temps, ça prend du travail. Non? Et je dis, là, regarde la minute 13, il y a un moment où elle fait un visage, elle a l'air très malin.
elle a l'air très malade, elle a l'air comme si c'était vraiment, je ne sais pas, une femme fatale. Oh, là, elle a vraiment innocente. Oh, là, non, là, il a l'air qu'il pense à ça. Oh, tu sais? Et tu commences à voir des choses. Évidemment, si on est plusieurs monteurs, parce que pour toutes ces montants d'air, on est toujours 2-3 monteurs, avec des unités séparées, mais dans les mêmes chambres, dans les mêmes bâtiments. Là, on peut partager ces sensations parfois. Non? Et dire, si tout le monde, malgré la subtilité des sensations, on a vu la même chose, on a capté la même chose. Et là, c'est vraiment, comme dire, c'est vraiment un travail, mais tout ça, c'était invisible. Et ça, c'est pour simplifier, mettre un exemple très clair. Imagine ça dans la complexité de ces scènes, avec des dialogues, plusieurs personnages, tous ces détails si minuscules, il y a centaines là-dedans. Et tout ça, tu ne peux rien. Et c'est ça qui guide. Après, évidemment, ça a une cohérence avec la façon de monter les films, etc. Toute cette arbitrariété des performances dans les tournages, il y a une suite d'arbitrariété aussi dans les montages. Mais bon, ça peut-être on peut en parler, mais c'est une autre histoire. Mais c'est-à-dire que, tu sais, le système essentiellement, c'est les 3 caméras pour capter des choses qui ne sont pas visibles aux yeux humains, et ils ne sont pas visibles parce qu'ils sont très, comment dire, ils vont sortir qu'avec la pression, non, la pression que je mets sur les acteurs pour non, une tension. Moi, j'ai l'idée toujours que c'est que la tension qui donne de l'intensité à les images, n'importe dans quelle direction. Hein. Ça peut être dans les côtés ludiques, ça peut être dans les côtés joyeux, dans les côtés légers, ou ça peut être dans les côtés plus tendus, plus dramatiques, plus, comme dire, sombres, je ne sais pas. Mais l'intensité dans les images, il vient que de la tension, que de la pression dans les tournages. Si quelqu'un ici me dit, non, tu peux créer cette intensité dans les images, avec avec une ambiance collaborative avec les acteurs, vous parlez beaucoup avant, vous essayez de faire un travail progressif ensemble pour arriver à cette intensité. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas et c'est un mensonge. C'est que la tension, c'est que la pression réelle qui met une tension soit dans les corps, dans les j'ai dit, hein, ça peut être dans les côtés légers aussi. Hein, ça ne doit pas être nécessairement dans les côtés dramatiques, toujours. Mais moi, je ne sais pas comment le faire d'une autre façon et je ne crois pas qu'on puisse être fait d'une autre façon. Et c'est cette tension qui fait que l'acteur rentre dans une zone inconnue. Inconfortable, mais inconnue. Inconfortable aussi dans la légèreté, encore une fois, c'est possible. C'est compatible. C'est pas... Tu sais, c'est compatible à la légèreté et la tension. Surtout parce qu'on est dans un contexte fictionnel. Tu sais, il y a de la vraie tension, que c'est la pression artistique plutôt. Et ça donne de la pression. Mais l'acteur comprend qu'il est dans une putain de fiction. Il ne va pas mourir. En vrai. Tu sais. Mais, ok, on peut y ajouter des autres couches plus tendues encore. Moi, j'ai découvert tout ça. Tout ça, c'est devenu très, très, comment dire, graphique et visible avec Liberté. Parce que Liberté, les films, je ne sais pas si vous connaissez, les films que j'ai fait avant de Pacifiction, c'était un film avec beaucoup de sexe explicite. Non? Et là, c'est encore une autre tension. Parce que les acteurs, quand ils sont nus, tu sais, ils sont obligés de faire quelque chose un peu sexuel et tout ça, et nus, évidemment, la vulnérabilité, elle est beaucoup plus forte. Et là, malgré tout, il peut y avoir une certaine légèreté parce que tu ne peux pas être en train de faire du sexe complètement nu avec, tu sais, cette pression des caméras et tout ça, sans être un peu, sans être un peu d'accord, sans partager un peu l'idéal du film, même si c'est légèrement. Et il y a un côté aussi, ça peut devenir drôle. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout le temps drôle. Et par exemple, dans Liberté, il y a plein de scènes dans les films, il y avait des moments que c'était vraiment tendu. Non, je raconterai des anecdotes, mais ce sont un peu, méchants avec les acteurs. Mais il y avait des moments vraiment, vraiment durs, du point de vue d'acceptation de l'acteur, de rentrer dans certains territoires, certaines zones inconnues pour lui ou pour elle, ou pour eux. Et en même temps, il y avait des autres moments que c'était de la pure joie, qu'on faisait des choses qui sont à l'écran, à la fin, ils sont très dramatiques et très sombres, mais que c'était fabriqué dans les côtés super drôles.
Et toi, tu peux pas voir la différence dans les films. Parce que c'est ça, là, tu sais, c'est ça cette dualité que j'ai parlé. On est là, c'est tendu, mais c'est fiction. Et ça donne ça, que c'est impossible de reconnaître pour un spectateur que les scènes étaient faites avec un ambiance ludique et joyeux, et que l'autre, dans ce film par exemple, où il y a la nudité et ça donne un côté graphique, que l'autre était vraiment dans une histoire tendue. Parce que parfois, il y a des choses que les acteurs n'ont pas accepté de faire. Mais comme il n'y avait pas de communication avec moi, c'était toujours ésotérique de savoir qu'est-ce qu'ils voulaient ou qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas. Alors, c'était un peu... Bon, c'était drôle, malgré tout. Par rapport à ce que tu dis et par rapport à l'extrait là d'Honneur des Cavalleria, il y a une tension qui est quand même entre les... Je devrais avoir mis la liberté. Tu reviendras alors l'année prochaine. Non, il y a une tension aussi qui se joue et qui est assez rare normalement au cinéma, qui est la stylisation visuelle avec une forme de naturalisme dans les acteurs. Ce que tu disais, c'est presque documentaire, hein, ce qu'on voyait de ce qui échappe. Tu disais essayer d'aller chercher des moments qui échappent à notre regard nu, disons. C'est quelque chose que tout de suite tu as mis en place, tu as cherché cette stylisation mêlée avec une sorte de naturalisme dans le jeu des acteurs. Moi, naturalisme, j'aime bien le mot, je n'ai pas un problème, mais je préfère une autre, que c'est le côté organique. Tu sais, que ça donne une idée un peu, peut-être plus physique, un peu moins folklorique. Parce que parfois, le naturalisme, non, ça peut tomber dans les côtés, comment dire, quotidiens, folkloriques, etc. Mais organique, ça peut s'appliquer à tous les cadres. Non? Et oui, c'était une obsession. Parce que, je ne sais pas, c'était l'avantage du numérique. C'était vraiment l'avantage du numérique de pouvoir avoir cette organicité. Mais en même temps, tu pouvais garder la fantaisie cinéma. Tu pouvais avoir l'artifice cinéma. Et faire compatible ces deux couches, non, ces deux éléments, et vraiment les unir d'une façon assez inouïe. Et ça a été toujours l'objectif de mon travail. Non? Ici, par exemple, on utilisait la contemplation. Dans les derniers films, tu sais, on est dans les côtés plus narratifs, mais on utilise des stratégies avec les sons, avec la mise en scène, non? Pour arriver toujours à cette espèce d'idéal. On est dans un monde autonome, non? Un monde d'artifice, c'est le monde de l'écran, le monde de la fiction qu'on regarde là, mais avec une telle organicité qu'on peut y croire. Et jamais parce qu'il y a une histoire qui nous attire, ou un conflit dramatique qui nous attire. C'est parce qu'il y a une organicité étonnante qui permet, qui rend, comment dire, l'ensemble presque difficile à expliquer, comme c'est possible. Si tu vois Magimel, surtout évidemment avec les jeux d'acteurs, aussi dans Liberté, mais ou même avec la mort de Louis XIV, les côtés drôles du film, les côtés ironiques, et tu dis, comme c'est possible, le film c'est dramatique, les acteurs sont très organiques, mais en même temps c'est ironique. Tu sais, mettre ces trois couches ensemble, sans comprendre exactement dans quel est le but du film, ou quelle est la ligne principale du film, à niveau d'atmosphère. Non? Et c'est pour ça que si tu mélanges ça avec cette organicité, non, cette force, tu peux trouver des images inédites, que c'était une autre de mes obsessions. Tu as besoin de la fantaisie, parce que sans fantaisie, il n'y a pas des images inédites. Tu sais. On est dans la quotidienne, on est dans la télé, on est dans les films télé. Mais si tu as besoin d'un peu de fantaisie pour trouver des images inédites. Mais en même temps, pour créer vraiment une atmosphère, ça ne suffit pas non plus. Il faut que les acteurs soient, tu sais, il fait nous croire l'impossible. Tu sais, l'acteur, et tu vois Magimel dans les films, par exemple, dans les derniers films, il est comme une espèce de... C'est ça, c'est pas naturaliste, c'est au-delà de naturaliste, c'est réaliste, ultra-réaliste, ou hyper-réaliste, presque. C'est plus réel que la réalité, presque la façon de jouer. On va regarder juste un extrait de Pacifiction et on continue un petit peu, parce que le temps, mais il est déjà midi 20, je crois. 13h, pardon, 21. On va lancer le deuxième extrait de Pacifiction, alors. Alors, la performance de Magimel est assez incroyable dans le film. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, on croit vraiment à tout ce qu'il dit avec aplomb. Et justement, ça serait chouette que tu nous parles du dispositif de l'oreillette, parce que c'est assez étonnant de se dire comment il fait pour jouer tout en étant extrêmement concentré sur ce que tu lui dis, en fait, et ce qu'il répète.
Bon, ça c'était... Moi, j'avais utilisé l'oreillette dans un film que j'ai fait pour l'art contemporain, que c'était un film de scènes d'Isère. Et tous les scènes d'Isère, c'était fait avec l'oreillette. Alors, je savais un peu comment ça marche. Et avec lui, comme il était un peu paresseux, il ne voulait pas lire le scénario. Moi, je ne l'ai pas donné, mais bon, l'agent l'avait, mais il ne voulait pas lire. Et parfois, tu sais, en plus, il est très rock'n'roll. Il s'en fout complètement. Je lui ai dit, on va faire ça ici, il va faire ça avec l'oreillette, cette scène. OK, change l'oreillette. OK, on va faire là. OK, il disait toujours OK, OK. Non, il n'avait aucun problème. Et parfois, avec l'oreillette, j'ai découvert qu'il était spécialement doué à l'utiliser. Parce que, comment dire, lui, il n'avait pas lu le scénario. Alors, toi, tu lui donnes l'oreillette. Moi, je lui raconte, je n'aime pas de parler avec lui. Et il savait qu'il avait une scène. Évidemment, il savait plus ou moins quel était son rôle, quel était son personnage, mais pas plus que ça. Et par exemple, on était dans une scène, non? Et il portait l'oreillette. Mais lui, il arrivait, il lui mettait l'oreillette. Dans l'oreillette, il n'y avait que des dialogues. Jamais des instructions, jamais de la voix, que des dialogues, des phrases qu'il devait répéter comme dialogue. Et, par exemple, je ne sais pas, on lui mettait l'oreillette, lui, il arrivait, et il voyait qu'il avait une scène préparée avec des autres personnages, mais il ne savait rien de ce qui ça va arriver là. Il ne savait pas qu'est-ce que ça va arriver, il ne savait pas qu'est-ce qu'ils vont lui demander, il ne savait pas que ça va durer, ça va être une prise de 5 minutes ou de 45 minutes. Il ne savait rien, absolument rien. Et dans mes tournages, il y a toujours une loi que ça doit être respecté, c'est qu'il ne faut jamais arrêter de jouer, jamais évidemment me regarder si j'ai dit quelque chose éventuellement, me regarder ou me répondre, non, jamais arrêter de jouer. C'est-à-dire, toi, tu peux faire ce que tu veux, mais évidemment, jamais partir du plan et continuer dans le cadre de la fiction. Là, si tu étais fatigué, tu peux t'endormir. Si tu, je sais pas, si tu as envie tu peux faire ce que tu veux, mais jamais arrêter de jouer ou me regarder, évidemment, regarder la caméra, à moins que je le dise. Et bon, si ça, ce sont les conditions. Alors, lui, il ne sait pas si ça sera une prise de 20 minutes, 30 minutes sans rien dire, 40 minutes, je ne sais pas. Et avec l'oreillette, ce qui est beau, c'est que l'oreillette est là, non? Il est à côté du cerveau, non? Parce que pour moi, c'était un instrument pour encore faire, tu sais, mettre plus de pression à l'acteur et le faire perdre encore plus de contrôle de son corps, dans ces cas-là. Parce que toi, tu as l'oreillette, et tu es là dans une scène qui ne comprend rien. Tu sais rien. Et l'oreillette a une particularité que tu dois être déjà doué, parce que dès que tu as, pour imiter la vitesse de la vie réelle, quand il te donne une phrase et tu l'as dit, il rentre déjà la prochaine phrase. Alors, pendant que tu dis une phrase, tu entends déjà la prochaine. Alors, tu dois être très, très concentré pour reproduire le rythme, pour donner une naturalité à tout ça, etc. En plus, tu sais rien. Tu dois comprendre en temps réel, avec les phrases que tu dis, que tu dois déjà maîtriser, comprendre qu'est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qu'on est en train de discuter, pourquoi, et qu'est-ce que tu dis, pourquoi tu dis les choses, et qu'est-ce qu'ils vont faire les autres, et qui sont les autres d'abord. C'est qui ces gens-là qui te parlent, ils veulent quoi, non? Mais tout ça avec du temps réel. Et avec du temps réel, où la clé est ici, c'est-à-dire ici à l'oreille, à côté du cerveau. Et tu dois tellement être concentré pour faire tout ça en temps réel, comprendre la situation, dire les phrases avec cohérence, jouer d'accord, non? Avec une cohérence avec ce qui se passe là. C'est tellement, comme dire, demanding, non? Demandant, ça. Ça te demande une telle concentration, une telle tension, que, évidemment, tu oublies tout ton corps. Tu ne peux plus maîtriser avec une réaction de ton corps, surtout de ton corps, et même certaines phrases, ils sortent d'une façon. Avec cette tension, moi, je peux faire lui dire à l'acteur des choses complètement politiquement incorrectes, complètement absurdes, complètement contradictoires, et il les va dire avec la même, avec la même croyance que s'il dit la chose la plus intelligente du monde. Il va le dire exactement avec la même foi. Et il est en train de dire la bêtise la plus stupide du monde. Mais c'est tellement tendu ce qu'il est obligé à faire qu'il perd le contrôle. Et même il perd le contrôle de son cerveau et des idées qu'il exprime. Moi, je m'amusais à ça.
pas dans ce film-là, mais dans un autre film, parce qu'on a travaillé avec des acteurs plus jeunes. Et moi, je les faisais dire des choses, d'exprimer des idées que je savais que c'était contre toutes les valeurs morales, humaines qu'ils partagent. Tu sais, et moi, je les savais, je les voyais. Et c'est tellement fascinant de voir comme il ne peut pas l'éviter et qu'il le dit avec la même crédibilité qu'il dirait tout le contraire, avec les choses qui sont d'accord, que c'est fascinant. Parce que c'est interchangeable, en fait. Après, les contenus que tu peux mettre à l'intérieur de ce cadre, de ce système, c'est complètement... Tout est possible. C'est complètement arbitraire. Tu peux même jouer. Tu peux aller dans la fantaisie, tu peux aller dans le réalisme, tu peux aller dans, je sais pas, dans l'humour, tu peux aller dans l'ironie. Et tout a la même tension. Parce que l'acteur est toujours dans une intention extrême. Pour simplement pouvoir, comme dire, réagir d'une façon cohérente avec tous ces putains de problèmes qu'il doit résoudre en temps réel. Et là, Magimel était extrêmement... En plus, il avait une autre qualité, que c'est de l'imagination verbale. Parce que parfois, quand il y a tous les dialogues à la vitesse réelle, tu ne peux pas tout reproduire, tu te trompes des choses. Tu peux pas... C'est pas possible, c'est trop compliqué. Mais, même s'il s'est trompé, ça a donné un côté hyper réaliste encore plus fort, parce que comme il s'est trompé, mais il avait de l'imagination verbale, il trouvait, pas toujours, mais souvent des solutions qui sont encore plus originales que ce qu'on lui disait dans l'oreillette. Parce que ça, c'était, évidemment, ce qu'on lui disait dans l'oreillette, c'était déjà très sophistiqué, mais avec ses erreurs, comme dire, solutionnées par lui en thème réel, c'était encore plus organique. Non, on revient avec ces mots-là. Parce que peut-être, sans ces erreurs, la qualité des dialogues, ça serait tellement, tu sais, la poésie des dialogues, ça serait tellement évident que peut-être on n'y croirait pas. Mais avec les erreurs, on y croit. Et lui, comme j'ai dit, avec l'imagination verbale ou ses erreurs, ils ont apporté aussi de la créativité. Pas seulement de s'en sortir d'une situation difficile ou d'un dialogue difficile, mais en plus plus de créativité. J'avais une dernière question sur ton rapport à la salle de cinéma. Je lisais dans une revue, un entretien avec toi, tu disais prochainement l'expérience singulière sera la seule possible en salle. Tu étais très très confiant dans la salle de cinéma qui devait au contraire affirmer son rôle de singularité. C'est ça, parce que les gens seront tellement fatigués d'être à la maison et voir toujours les mêmes produits, parce que les produits qui sont montrés dans les plateformes, ils ont tellement peur d'être pas dans les politiquement corrects pour perdre des spectateurs, pas dans un côté formel un peu plus exigeant pour les spectateurs parce que les gens vont s'ennuyer. Tu sais, ils ont tellement de contraintes qu'à la fin, ils vont fabriquer des produits un peu comme ça, tous pareils, pour comme dire, entertainment, non, comme on dit en français, divertissement facile, un peu banal et stupide. Alors, les jeunes vont faire l'effort d'aller en salle, tu payes les mêmes choses pour aller en salle une seule fois que presque que pour avoir tout Netflix, non, toute la plateforme tous les mois. Alors, si tu payes ça, c'est parce que tu veux avoir une expérience différente. C'est comme aller au théâtre. Tu sais, tu veux au musée, ou tu veux voir, tu veux avoir, toi, comme spectateur, et voir des choses différentes. Parce que, et moi, je disais que ça doit être tellement singulier que ça peut arriver à être douloureux. Que les gens vont payer dans le futur pour aller au cinéma pour souffrir. Pas pour s'amuser, non, parce qu'il voudra vraiment une expérience complètement différente de ce qu'on a déjà à la maison. Alors, je ne dis pas, c'est une exagération, non, mais pour comprendre les concepts, et moi je suis, en plus, tu sais, il y a les conditions pour souffrir. Tu sais, il y a des sons immenses, il y a un réalisme beaucoup plus fort, l'écran est grand, non, dans certaines salles, tu sais, l'atmosphère est un peu plus tendue, tu es concentré sur ce que tu vas voir, alors tu donnes un peu le meilleur de toi-même comme spectateur, non, ton attention est vraiment à full, alors non, tu es dans les bonnes conditions pour souffrir. Et je pense que ça, et les jeunes, c'est pour ça que les réalisateurs ne doivent pas se préoccuper de divertir les spectateurs. Parce que les réalisateurs, après évidemment, il y a les exploitants, les distributeurs, que c'est les gens qui font un peu la gradation de cette, non,
de cette approche conceptuelle du réalisateur. Non, comme il y a, je ne sais pas, les philosophes, après il y a l'intellectuel qui fait l'approche du philosophe au politicien. Et après, la politicienne l'applique les gens. Il y a une petite chaîne de gradation, non, d'acceptation. Mais au début, pour les réalisateurs, je pense qu'il doit avoir, comme dire, cette espèce de liberté du philosophe. Il peut imaginer tout, il peut tout proposer. Non, évidemment, les producteurs, avec déjà les distributeurs qui achètent les films, ils vont se charger de mettre un peu de pression sur ça, sur ces contenus. Mais je pense que ça sera dans l'espoir, pour toutes ces chaînes, non, de personnages jusqu'à l'exploitant, de vraiment offrir une expérience différente. Non, et c'est ça que je suis convaincu. Jusqu'à quel point ça va appeler à tout le monde, à quel pourcentage de la population aujourd'hui, je ne sais rien. Mais je pense que, en tout cas, ça va monter à partir de maintenant, parce que les gens sont tellement fatigués de voir à la maison toujours les mêmes choses, que ça peut, dans quel degré, je ne sais pas. Mais je pense que... Et il y a des beaux exemples. Ce n'est pas un film que j'adore, mais c'est un film correct, le film qui a gagné la Palme d'Or. Non, et je pense que ça, tu sais, ça propose... Et le public a changé. Moi, je suis ami de Magimel, évidemment, et j'étais content pour lui qu'il est aux Oscars. Mais tout le monde dans mon entourage me disait c'est complètement absurde de ne pas avoir porté l'autre film. C'est sûr. Et ce film, il dit parce qu'aujourd'hui, moi j'ai pensé qu'ils se trompaient, tous les gens qui me disaient ça. J'ai dit non, parce qu'ils sont tellement bêtes, les Américains et l'Académie, que l'autre film, qui est beaucoup plus, le film Pot à feu, qui est beaucoup plus conventionnel, ça va marcher mieux. Et ils m'ont dit non, le monde a changé. Tu sais, les académies de Hollywood, maintenant, il n'y a pas tout le monde, il y a des académies mais dans tout le monde, ils sont plus jeunes, c'est un peu plus varié. Et tu sais, tout le monde que j'ai parlé dans l'industrie, qui connaît un peu ça, m'a dit qu'il était complètement convaincu que les films auraient marché pour les Oscars, pour la France, auraient marché beaucoup mieux que d'autres films. Aujourd'hui, pas peut-être il y a 10 ans, mais aujourd'hui, oui. Alors il y a un petit changement aussi dans ce sens que si tu fais un film un peu plus intelligent, peut-être. Le problème, c'est de l'assimilation à l'intelligence des produits séries de plateformes. Où vraiment le défi formel, tu sais, c'est un peu, c'est pas si fort que ça. Les défis, et c'est ça, c'est pour moi le petit problème du film, c'est que ce sont des films très soutenus par les scénarios. Tu sais, avec un scénario très bien écrit, et un scénario qui a limite d'être le scénario du série de plateforme. C'est-à-dire que ce n'est pas un scénario écrit par un auteur, c'est un scénario qui en même temps une analyse de scénario. C'est 8 personnes qui écrivent et analysent le scénario en même temps. Et ça, on les ressent, que c'est tellement contrôlé, tellement pensé pour plusieurs têtes, pour contrôler jusqu'à les plus petits détails de tous les scénarios, parce que c'est fait pour 8 personnes. Et je pense qu'il y a un petit risque d'assimilation de ce film intelligent, que je respecte, que j'aime bien, que je pense que c'est de la bonne heure aussi pour les exploitants et pour tout le monde, qui sont distribués, qui ont du succès et tout ça. Mais il y a ce petit risque d'être trop basé sur le scénario, et après on oublie un peu les jeux d'acteurs, qui parfois, tu sais, je pense que ça peut donner encore, surtout avec les numériques, des choses plus originales, tu sais, on peut voir des vraies, tu sais, des choses qu'on n'a pas vues encore, ou parfois la mise en scène, évidemment, avec des questions du son, d'image, certaines, tu sais, explorations, que si on base tout sur le scénario, peut-être ça peut rester un peu à côté. Il va falloir vraiment qu'on... Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vous rappelle qu'Albert va manger avec nous, donc on peut aussi venir lui poser des questions. Enfin, le pauvre vient rester boire un verre. Peut-être si vous avez des questions, j'ai une dernière avant d'apporter le micro. Tu viens de terminer un film sur la tauromachie aussi. Très populaire, les exploitants vont adorer. On pourrait mettre dans l'affiche les films les plus violents des années 2000. Est-ce qu'il y aurait une question dans le public? Ça, c'est un documentaire. Vous allez les poser à table, c'est ça? C'est un documentaire, hein, c'est pas moi qui ai inventé cette violence. Moi, j'étais là, comme témoigne, avec les caméras en train de tourner ça. Et peut-être pas une apologie, mais... Et dernière question, tu pars tourner cet été. Et tu peux nous dire un mot peut-être du prochain film? Oui, théoriquement, oui. C'est un peu difficile de voir exactement, de caler les dates, parce que c'est un film avec
en anglais, avec des acteurs américains. Et tu sais, comme il y a eu la grève, non, des acteurs et tout ça, tous les calendriers des acteurs ont été très, tu sais, distorsionnés, compliqués. Mais on saura bientôt, la semaine prochaine. Donc, oui, théorie, oui, c'est cet été. Mais on va voir. C'est avec des acteurs, c'est un film sur la Russie. C'est un film sur, oui, sur la éternelle rivalité entre la Russie et les États-Unis. C'est beau, non? C'est commercial en plus. Merci beaucoup Albert Serra.